Chers amis, la fête de Pessah rapproche et, comme vous le savez tous, c'est la fête de la liberté. C'est la fête qui commémore la sortie d'Égypte qui a eu lieu il y a plus de 3000 années et où les enfants d'Israël ont retrouvé leur liberté après 210 ans d'esclavage en Égypte. La Torah marque une très grande importance à cet événement de la libération des enfants d'Israël d'Égypte. Elle répète la citation de cet événement 49 fois dans le Pentateuque, ce qui montre l'importance que cet événement a, qui est totalement fondamental pour le peuple d'Israël. En réalité, on peut se poser une question. Nous disons dans la prière du soir, après avoir récité le schéma, Amotzi et Amo Israël mitocham lecherut olam, que l'Éternel a fait sortir son peuple d'Israël de l'asservissement des Égyptiens pour une liberté éternelle. Or, la liberté qu'on a trouvée n'est peut-être pas si éternelle que cela, puisque par la suite, le peuple d'Israël a été asservi par de plusieurs empires et à plusieurs reprises. Et encore une fois, il n'était plus libre. Alors pourquoi parle-t-on d'une liberté éternelle? Le soir de Pessah, le soir du Seder, les 2 premiers soirs de Pessah, on doit boire 4 coupes de vin à différentes étapes de la soirée. Pourquoi 4 coupes de vin? On a l'habitude de donner l'explication, qui est celle du Talmud de Babylone, que ces 4 coupes de vin font référence aux 4 expressions de libération que l'on trouve dans la Torah concernant la sortie d'Égypte, et qui sont Vehotseti, au début de la paracha du passage de Vaera dans le livre de l'Exode, je vous ferai sortir de l'asservissement d'Égypte. Vehitsalti, je vous délivrerai. Vegaalti, je vous libérerai. Velakarti, et je vous prendrai comme peuple. 4 étapes dans la libération du peuple d'Israël de l'asservissement d'Égypte jusqu'à devenir le peuple de l'Éternel qui a reçu la Torah. En réalité, une autre explication nous est donnée par le Talmud de Jérusalem, qui fait référence à un autre événement qui a eu lieu bien avant l'asservissement d'Égypte. C'est lorsque Joseph était en prison et il s'est retrouvé avec 2 dignitaires du roi Pharaon qui étaient aussi en prison parce qu'ils avaient été négligents dans le service du roi. Il s'agissait du maître échanson et du maître panetier. Et l'un et l'autre firent un rêve, une nuit. Et au matin, ils étaient fort troublés par le rêve qu'ils avaient fait. Et ils en parlèrent à Joseph. Celui-ci leur dit, « Racontez-moi votre rêve, peut-être que j'arriverai à l'interpréter. » Et chacun d'entre eux de raconter à Joseph le rêve qu'ils avaient vu cette nuit-là. Dans le rêve du maître échanson, il parle à 4 reprises de la coupe de Pharaon qu'il tient dans sa main pour apporter le vin au roi, au Pharaon d'Égypte. Et ce sont ces 4 coupes auxquelles nous faisons référence le soir du Seder. Alors la question se pose, mais quel est le lien entre ces 4 coupes et la sortie d'Égypte qui aura lieu bien plus tard?
En réalité, on se pose une autre question concernant ces deux rêves. Joseph les interprète chacun, et l'interprétation des deux rêves est diamétralement différente l'une de l'autre. Car, pour le maître échanson, il promet que 3 jours après, il serait remis à ses fonctions. Il reprendrait la fonction d'apporter la coupe de vin au pharaon. Alors qu'au maître panetier, il lui promet que dans 3 jours, il serait pendu, le jour de l'anniversaire du pharaon. Pourquoi deux interprétations qui sont tellement diamétralement opposées? En réalité, parce que nos sages disent que dans un rêve, on nous montre ce à quoi nous pensons dans la journée. Or, le maître échanson, dans son rêve, comme on l'a dit, il fait référence à 4 reprises au verre de vin qu'il doit apporter au pharaon. Ce qui montre l'importance pour lui du service qu'il devait rendre à son maître, le pharaon, et combien il y pensait à longueur de journée. Ce qui laissait à croire qu'en réalité, la négligence qu'il avait pu avoir lors de son service n'était pas si importante et que, effectivement, le rêve qu'il avait vu marquait son retour au service du pharaon. Alors que le panetier, lui, dans son rêve, effectivement, il parle des différents pains et pâtisseries qu'il portait sur lui, mais en aucun cas il n'y fait référence comme étant un service suprême qu'il va apporter au roi. Il y pense comme étant simplement de la nourriture qui est picorée par les oiseaux. Ce qui montre qu'en fin de compte, le service qu'il rendait au roi n'était peut-être pas aussi important pour lui qu'il le fallait. Et que la négligence qu'il avait pu avoir dans son travail était une véritable négligence, était due à un manque d'importance pour lui de la fonction qu'il avait. Et c'est pourquoi elle marquait le fait qu'il allait être puni définitivement. Et effectivement, pour nous, ces 4 coupes de vin que l'on trouve dans le rêve du maître échanson qu'il raconte à Joseph et qui montre l'importance pour lui du service qu'il devait apporter au roi et combien il y pensait à tout moment, eh bien ça a un lien direct avec la sortie d'Égypte. La liberté que nous retrouvons en tant que peuple lors de la sortie d'Égypte, c'est pas seulement la liberté de pouvoir faire ce que l'on veut, c'est la liberté de pouvoir être au service du roi, au service du Créateur qui va nous donner la Torah, et à travers l'accomplissement de cette Torah et des obligations religieuses qu'il nous a données, de pouvoir le servir. Et comme le maître échanson, qui à tout moment pensait à la coupe de vin qu'il allait apporter au Pharaon, nous aussi, lors de notre liberté retrouvée, nous pensons au service que nous pourrons apporter à notre Créateur. Et c'est pourquoi la Torah y marque une telle importance et cette liberté que nous retrouvons à travers la sortie d'Égypte, qui marque le début du service divin du peuple d'Israël, a une telle importance dans le récit de la Torah. Que la fête de Pessah, que nous allons bientôt vivre, qu'elle soit joyeuse, gaie pour l'ensemble de la communauté, pour l'ensemble d'Israël, qu'elle apporte la paix et la prospérité au monde entier, et qu'elle nous apporte la délivrance éternelle. Bimera biyamenu, amen ve amen, Pessah kasher ve sameach. Bonjour. Nous allons étudier ensemble les lois du Seder du soir de Pessah. Alors, la table est servie, la table est dressée, et il y a la Kehara, le plateau du Seder, comportant le zéro à l'os, l'œuf, du maror, la haroset, le karpas, qu'on va expliquer, et évidemment, au-dessus, les 3 matzot, Cohen, Lévi, Israël. On commence la soirée par le Kiddush, Kadesh. Alors, bien que habituellement, le vendredi soir, on n'attend pas la nuit pour faire le Kiddush, le Shabbat, pour Pessah,
là, on devra attendre la nuit, puisque toutes les mitzvot de la soirée doivent se faire après la nuit, donc à partir de 21h. Cette année, ne pas oublier d'intercaler le passage de Shabbat, Vaïchoulou, Mekadesha Shabbat, Israël, Ve'azemanim. Samedi soir, ne pas oublier non plus la Havdalah, la Havdalah qui est donc prévoir la veille une bougie qui pourra durer jusqu'à samedi soir. Le texte de l'Havdalah avec le Kiddush est dans toutes les Haggadot, donc vous n'aurez pas de difficulté à trouver ce texte. La Halacha donne préférence au vin rouge et non cuit, mais bien sûr le jus de raisin est tout aussi bon. Ne pas oublier de boire la coupe de vin en étant accoudé du côté gauche. Et la quantité de vin, alors le kos, le verre de vin doit contenir un minimum de révi'it, c'est-à-dire 8,6 centilitres, mais on ne doit boire que le rov peut suffire. On a le droit de boire tout le verre, évidemment, mais on peut se suffire de boire la majorité, donc un peu plus que la majorité. Après le kiddush, urchatz, on doit se laver les mains, comme le motzi, sauf que là, on ne fait pas la bracha. On ne dit pas la bracha, et parce qu'après, on va tremper un légume, qui est le karpas, troisième étape. On trempe un légume dans l'eau salée. Alors ce légume, certains prennent du céleri, d'autres de la pomme de terre ou un autre légume. Avant de le consommer, on dit la bracha boré peri à Adama. Et cette bracha sera valable aussi pour le maror que l'on mangera plus tard. Et pour le karpas, donc ce légume-là, manger juste un bout, ne pas manger un kazaït, parce que pour éviter de faire la bracha finale, parce que la suite sera un peu plus tard. Après le karpas, il y a le yachatz. Donc, des trois matzot, on prend celle du milieu. La matzah, donc médiane, et on la coupe en deux. Le plus petit morceau, on le place entre les deux matzot, et le plus grand, on le cache pour la ficomane. La ficomane, donc, qui est réservée à la fin du repas, on la cache justement pour ensuite défier les enfants de trouver cette afficomane et en leur promettant une récompense, dans le but de les maintenir éveillés toute la soirée. Ensuite, il y a le Maguid. Alors, Maguid, c'est la grande partie du Seder. C'est donc la Haggadah. On remplit la deuxième coupe de vin. On ne la boit pas tout de suite. Et on commence le Manishtana, donc le célèbre Manishtana, suivi de Avadim. Nous étions esclaves en Égypte. La sortie d'Égypte, etc. Tout est détaillé dans la Haggadah avec les diplés. Les trois éléments essentiels, Pessah, le sacrifice de Pessah, la matzah et le maror. Alors, ce qui est vraiment très important de savoir, c'est que lorsqu'on lit la Haggadah, il faut vraiment comprendre. Il ne suffit pas de lire si on ne comprend rien. Tout le but, c'est d'étudier, de réfléchir, de comprendre de quoi il s'agit. Alors, on n'est pas obligé de faire des commentaires interminables, mais en revanche, on doit lire et comprendre ce qu'on dit. Donc, soit traduire, soit expliquer. Mais en tout cas, le but est, je répète, de comprendre. À la fin de la Haggadah, on boit la deuxième coupe de vin en étant accoudé. Alors, selon les Ashkénazes, on refait la bracha boré peri à Geffen. Selon les Sfarades, on ne la refait pas. Après toute la Haggadah et la deuxième coupe de vin, il y a Rortza. Rortza, c'est Netilat Yadayim, mais cette fois-ci avec bracha, puisque on va manger de la matzah. Et donc c'est la suite, Motzi Matzah. Alors, on saisit les trois matzot en main. On fait Amotzi Lechem Min Haaretz, la bracha habituelle. On lâche, alors que le balabait, le chef de table, lâche la troisième matzah, celle qui est inférieure, et ne garde en main que la supérieure et celle du milieu. Il dit Asher Kideshanu Vezotav Etzivanu Al Achilat Matzah. Il coupe un bout des deux et doit manger accoudé, ainsi que toutes les convives. Alors, du fait qu'il y a deux bouts, un pour le motzi, un pour la matzah, on doit manger deux kazaït. Alors, kazaït, c'est la quantité minimale requise par la halacha pour faire la mitzvah de la consommation de la matzah.
Et kazaït, alors certains prennent plus de 27 grammes, mais le chiour, la mesure standard classique, c'est 15 grammes par kazaït. Donc, puisqu'il y en a deux, on devrait prendre donc 30 grammes. Néanmoins, pour des gens qui ont des problèmes de santé ou qui ne supportent pas bien la matzah, on peut réduire cette quantité à 10 grammes, 9-10 grammes par kazaït. Donc là, ça fera environ 20 grammes. Et donc, les consommer accoudés. Après le moutsi matzah, il y a le maror. Alors, le maror, donc, c'est soit de la laitue, de la romaine, certains prennent du réfort. Et donc là, le maror, on doit le tremper dans la charoset, donc ce mélange de dattes, de pommes, de jus de raisin, etc. C'est un mélange donc, qui est préparé avant Shabbat, bien sûr. On trempe donc le maror dans cette charoset, puis on dit la bracha Asher Kideshanu Ezotav Etzivanu al Achilat Maror, et on consomme un kazaït. Alors pour le maror, le kazaït est un peu plus grand, puisque en fait, c'est le même volume que la matzah, sauf que le légume est plus léger, donc il en faut un peu plus. Et donc là, il faudrait en manger 27 grammes. En cas de difficulté, on peut le descendre à 20 grammes. Et là, il ne faut pas le manger à coudée, puisque le maror, donc, si ça évoque l'amertume, donc l'amertume, je rappelle que lorsqu'on s'accoude, c'est pour montrer la liberté et pour montrer l'aisance, alors que le maror, c'est plutôt l'amertume, la difficulté. Après le maror, il y a ce qu'on appelle korer. Alors korer, c'est le fameux sandwich, comme Hillel qui avait l'habitude à l'époque de ne pas... Il ne mangeait pas la matzah et le maror en deux temps, mais il les mélangeait. Il faisait un sandwich entre un bout de matzah et un bout de maror, et il les mangeait. Donc en souvenir de cela, on fait pareil, sauf que là, comme c'est par minag, on va dire, on n'est pas obligé de prendre des grandes quantités, on peut prendre 10 grammes de matzah et un bout de maror. On dit la phrase qui est écrite dans les Haggadot, comme Hillel qui faisait, etc. Et on mange le tout accoudé parce qu'il y a la matzah. Et ensuite arrive le shulchan aruch, donc le repas. Donc le repas là, chacun prépare un repas selon ses coutumes. Juste la seule restriction, c'est qu'il ne faut pas manger de viande grillée. Parce que la viande grillée, ça évoque le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, qui était consommé à Jérusalem à l'époque. Et donc, de nos jours, on ne peut pas le faire. C'est pour ça qu'on ne doit pas consommer d'aliments grillés. Après, à la fin du repas, avant le Birkat Hamazon, il y a Tsafoun. Et Tsafoun, c'est là l'afikoman qui est caché. Donc, on demande à un enfant de la rechercher. Et puis, on doit la consommer. On mange kazaït. Donc, toujours cette quantité de... Alors là, comme on est à la fin, c'est un plus, parce que l'essentiel a été fait pour le premier kazaït de matzah. Là, on peut prendre 10 grammes. Certains en prennent 2. Pour le Korban Pessah et pour la matzah qui était consommée avec. Mais si on en prend un, c'est bon aussi. Et donc le consommer aussi à coudée. Mais attention de faire en sorte de le consommer avant Chatzot, donc environ avant 1h30 du matin, parce que la mitzvah donc, du sacrifice de Pessah devait se faire aussi avant cet horaire-là. Et puis, à la fin après avoir consommé l'afikoman, on passe au Birkat Hamazon, d'accord ? On remplit d'abord la 3e coupe de vin, ou de jus de raisin. On fait le Birkat Hamazon en tenant la coupe en main. Et à la fin du Birkat, on dit Boré Peri Efen, ça selon tous les avis. Et on boit ce verre accoudé. Ou encore une fois, ou la majorité du verre. Ensuite, c'est le Hallel. Alors le Hallel, avant de commencer le Hallel, on remplit la 4e coupe de vin. Et puis, on a le minag aussi de remplir une 5e coupe pour Eliyahu Hanavi. On dit le Hallel. Donc, il y a le Hallel habituel qu'on fait à la choule. Il y a aussi le Nishmat Kol Chai. Il y a le Hodou Lashem Kitov, toute la liste des Hodou Lashem Kitov qu'il y a au Olam Chasdo. Et à la fin, on boit la 4e coupe de vin, accoudé. Alors, encore une fois, les Ashkenazes refont Boré Peri Efen. Les Séfarades ne le font pas. Et après avoir bu cette coupe,
on dit la bénédiction finale, à la Geffen, Valpiri à Geffen. Et la dernière étape, c'est Nirtza. La dernière étape, c'est Nirtza. C'est-à-dire qu'on souhaite, on demande à Hachem d'agréer le programme de cette soirée. Et donc, on le fait par des chants, comme Chad Gadia, Kilonae, etc. Certains disent de Shir HaShirim. Et on finit par Chassal Sidur Pesach Kidchato. Donc, c'est le fameux chant. Le fameux chant qui nous dit les Shana Abba Birushalayim Abinuya, l'an prochain à Jérusalem. Et c'est ce que je souhaite, que l'an prochain nous soyons tous à Jérusalem et que je vous souhaite un Pessah Kasher Vesameach. Donc on va demander de parler du sujet suivant. Pour traiter de la liberté, n'aurait-il pas été plus judicieux de lire ensemble Un long chemin vers la liberté de Nelson Mandela? Alors, je ne sais pas si j'aurais eu cette question, mais disons que maintenant qu'elle est posée, on peut l'élargir. Est-ce que d'une manière générale, pour parler de la liberté, n'y a-t-il pas d'autre chose que la Haggadah? N'y a-t-il pas eu des philosophes qui ont parlé de la liberté, des sociologues? Enfin, le sujet probablement sur lequel tout le monde a parlé, c'est bien le sujet de la liberté. Et donc, est-ce qu'il aurait été plus judicieux, est-ce qu'il aurait été plus intéressant de citer, de développer tous ces penseurs de la liberté? Alors sûrement qu'ils sont passionnants, et sûrement qu'il faut les connaître aussi. Juste la question qu'on peut se demander, c'est que vu que chacun a ses définitions de la liberté, la Torah n'exclut pas les autres, simplement elle en donne elle aussi une particulière. Et donc il aurait pas été plus judicieux, simplement ça aurait été une autre histoire, un autre texte, tout simplement. Donc ici, quand il s'agit de Pessah et de la liberté propre au peuple juif, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de montrer en quoi ce serait radicalement différent de ce que peuvent nous proposer tous ces penseurs, sociologues, toute cette réflexion qu'on a sur la liberté. Et donc, si on n'arrive pas à faire la différence, effectivement, entre ce qu'il y a de spécifique dans la Haggadah et dans la version liberté juive, c'est vrai qu'à ce moment-là, d'autres textes peuvent être tout aussi intéressants. Donc, en deux mots, ce qu'il y a de très spécifique d'entrée, pour résumer, et ce qui est probablement radicalement différent, c'est ce qu'on lit au début de la Haggadah. On dit voici Al-Achmania d'Echlo Avatana B'Adisraï, voici le pain de pauvreté qu'ont mangé nos pères. Et ensuite on dit, donc on invite tout le monde à venir partager ce repas. Et ensuite on dit, cette année nous sommes ici, et l'année prochaine en terre d'Israël, même si on est en Israël. Et cette année nous sommes des serviteurs, des esclaves, et l'année prochaine nous serons libres. Donc, comme tout le monde se sent absolument libre à l'heure actuelle, et quand on est en Eretz Israël, tout le monde se sent être en Eretz Israël, donc on comprend bien que cette phrase ne veut rien dire, a priori. Je ne peux pas dire de moi que je suis serviteur, cette année, maintenant, je suis serviteur, l'année prochaine, je serai libre, alors que je me sens absolument libre. Et donc je pense que ça, c'est une des choses qu'il faut comprendre, et qui est radicalement différente des autres notions de liberté. C'est comment se fait-il que le judaïsme parle à des gens qui sont totalement libres ou qui sont totalement en Eretz Israël et leur dit l'année prochaine vous serez en Israël, l'année prochaine vous serez libre. C'est donc qu'il y a un petit problème effectivement sur la définition de ce que c'est être dans un endroit et ce que c'est être serviteur ou libre. Pessah Kasher Vesameach.
Alors, en cette veille de Pessah, je voudrais vous faire part d'une petite tradition purement séfarade, mais qui diffère selon que vous soyez marocain, algérien ou tunisien. Pour ceux que je connais, les autres pays séfarades, je ne connais pas leurs habitudes, donc je ne peux parler que ce que je sais. Pour les Marocains, après avoir fait le kidouche et les 2 premières parties de la Haggadah, on soulève le plateau et au-dessus de chaque convive, nous chantons une phrase qui est la suivante. Velo yatsanu mi Mitzrayim halahma'anya bene horin. Il y a une petite version différente. Bivilo yatsanu mi Mitzrayim halahma'anya bene horin. Tandis que chez les Tunisiens, surtout, je pense que quelques Algériens également, eux, ils ne disent pas bivilo, ils disent etmol hayinu avadim hayom bene horin au-dessus de chaque convive. Petite exception, au sein de la communauté marocaine, les Marrakchis, pour leur majorité, ne prennent pas le plateau, ils prennent un bouquet de roses et au-dessus de chaque convive récitent la formule que j'ai récitée au préalable. Pour finir, une petite anecdote qui relève plutôt d'une tradition, qui est ce qu'on appelle chez nous une sorte de ségoula. Il y en a qui traiteraient ça de superstition, mais sachez que ça se fait très souvent. À la fin de la fête de Pessah, nous prenons le charosset, dont la recette du charosset était très souvent utilisée au Maroc, puisqu'on le fabriquait, on ne l'achetait pas. Chaque maison fabriquait son charosset à base de pâte de dattes, de pommes, de raisin, de vin doux. Et il y en a qui mettaient également des pétales de rose. Eh bien, la tradition veut que certaines familles, surtout du côté sud marocain, à la fin de Pessah, marquaient sur un mur au-dessus de la porte d'entrée de leur appartement, 5, ça veut dire 1, 2, une au milieu, 3, 4 et 5. C'était une tradition qui relève d'une sorte de peut-être superstition, je ne connais pas l'origine. Toujours est-il qu'on dit que c'est une protection pour la famille et pour toute l'année après Pessah jusqu'au Pessah d'après. Mes chers amis, bonjour. Alors j'ai choisi de vous raconter 2 petites anecdotes véridiques qui me sont arrivées à l'occasion de Pessah. Vous le savez, chaque année, j'ai l'habitude de distribuer des matzot shmurot, la matzah qui est faite à la main. C'est ce que j'appelle la Rolls des matzot. C'est la matzah traditionnelle, comme nos ancêtres l'ont fait en Égypte à l'époque, avec de la farine, de l'eau, des mains et un four. Et j'ai l'habitude de l'offrir et de l'apporter à mes amis, aussi bien de la communauté que certains amis aux institutions européennes logés à Strasbourg. Et à cette occasion, j'aimerais vous raconter 2 petites histoires qui m'ont particulièrement touché et comment ces matzot permettent de faire perdurer notre tradition ancestrale. Alors il y a quelques années, lors de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, il y avait un membre de la délégation française qui était assez âgé et juif. Et malheureusement, lors de nos travaux respectifs, je dirais, on n'a jamais eu l'occasion de travailler ensemble pour différentes raisons, et notamment parce que il ne souhaitait pas s'afficher avec un rabbin. Une année, la session de l'Assemblée est tombée juste une semaine avant Pessah. Et je me souviens m'être approché de lui et je lui ai dit « Cher monsieur, j'ai le plaisir de vous apporter les matzot. » Il me regarde, il me dit « Monsieur le rabbin, je ne suis pas religieux, je ne suis pas pratiquant et je ne crois pas en Dieu. Donc ça ne m'intéresse pas. » Je lui ai dit « Écoutez, regardez, ces matzot, la petite boîte avec 3 matzot, regardez, ouvrez-la.
est-ce que ça vous dit quelque chose? Et alors j'ai ouvert la boîte et j'ai sorti des matzot et je lui ai montré. Et le geste qui suit est gravé dans ma mémoire visuelle jusqu'à aujourd'hui. Il a attrapé la matzah, il a rapproché de son visage et il l'a senti. Et instinctivement, il a eu des larmes qui ont coulé. Et il m'a dit, est-ce que vous me permettez de les garder? Je lui ai dit oui, gardez-les. Et donc je lui ai expliqué quand est-ce qu'il fallait les manger. Et je crois que c'est la dernière fois qu'on s'est vu. Entre-temps, il est parti dans l'autre monde, l'Olam Haemet. Et je n'oublierai jamais ce moment si marquant, comme quoi même une personne qui se revendique hors de toute sphère, je dirais, de pratique religieuse, la matzah et l'odeur même de la matzah permet de rappeler des souvenirs. Je me souviens, il m'a dit, c'est la même odeur que celle de mon grand-père. Voilà. Voilà la vérité de la matzah qui est faite à la main. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est également un ami qui travaille au Conseil de l'Europe. Chaque année, j'ai l'habitude de lui apporter un kilo de matzah. Et le kilo de matzah, il a l'habitude de poser les matzot sur son bureau. C'est un bureau important. Il a l'habitude de les poser sur son bureau. Et il les laisse comme ça plusieurs jours avant Pessah. Comme ça, ceux qui viennent le visiter, souvent, lui posent la question, c'est quoi? Et ça lui donne l'occasion d'expliquer ce qu'est les matzot. Et il m'a expliqué le lien qu'il a avec les matzot. Cet homme est né à Saint-Pétersbourg durant la période soviétique. Et évidemment, vous savez, tout était rationné. Et il m'a raconté comment est-ce qu'il avait l'habitude, avec sa grand-mère, de prendre le bus pour aller de l'autre côté de la ville. Et sa grand-mère prenait un oreiller. Et dans cet oreiller, elle mettait 1 kilo de farine. Et elle allait chez le rabbin. Et elle remettait au rabbin le kilo de farine. Et le rabbin lui remettait 1 kilo de matzah fait à la main. Et elle prenait ces matzot, elle les mettait dans l'oreiller pour ne pas qu'on puisse les identifier. Et comme ça, elle retraversait toute la ville pour rentrer à la maison. Et c'est ainsi que d'année en année, il se souvient de ces matzot faites à la main, de cette odeur, de ce côté croustillant, parfois un peu moins d'ailleurs, et qui le rattache quelque part à son identité la plus profonde. Voilà ce qu'est les matzot. Et bien du coup, j'ai envie de vous raconter une troisième histoire, puisque je me souviens, un autre député européen, et donc j'étais avant Pessah dans le bar avec mes boîtes de matzot, et je croise un député juif et je lui dis, je ne vais pas vous donner son prénom, je lui dis, est-ce que tu veux les matzot? Et il me regarde, il me dit, tu sais, il me tutoyait, il me dit, tu sais, pour les juifs, je suis un goy, et pour les goys, je suis un juif. Et je lui ai dit donc, il me dit, ça te dérange pas de me les déposer à l'hôtel? Voilà. Toutes ces petites histoires pour vous raconter l'importance de la matzah, l'importance de garder cette tradition de la matzah qui est faite à la main, cette forme qui n'est pas tellement régulière, qui a parfois un goût différent d'année en année. Mais c'est ça, l'essence même de la matzah, celle qui nous ramène à la tradition la plus pure, celle de nos ancêtres qui sortaient d'Égypte. Et donc sur ce, je vous invite à vous procurer cette matzah particulièrement pour le Seder, et je vous souhaite un Pessah kasher et très joyeux. Bonjour, je suis heureux de vous raconter un peu l'histoire de mon enfance à Pessah, mes souvenirs, mes anecdotes. Pessah était quelque chose de fabuleux pour nous, enfants, parce qu'on découvrait des choses qui ne se passaient pas toute l'année. Premièrement, la décision de mes parents de peindre
une grande partie de la façade de la maison, ainsi que les portes, la cuisine. Donc tout ça, ça bouleversait en nous, enfants, un changement, parce qu'il fallait bouger de chambre en chambre. Après, à la suite de ça, mes parents commandaient, donc il y avait un tapissier qui venait à son tour, qui montait les matelas à la terrasse au-dessus des chambres, qui les ouvrait tous pour sortir toute la laine de l'intérieur. C'était une montagne de laine qui prenait l'air et les housses descendaient chez la laveuse. Donc pendant ce temps-là, on dormait sur des sommiers, mais avec des draps. La troisième aussi qui m'a toujours marqué, c'est quand on était livré par le marchand d'une brebis qu'on montait à la terrasse. On la mettait dans une chambre et puis on lui donnait les herbes qu'il fallait en attendant 2 jours avant Pessah que le shohet ne vienne à la maison pour faire sa shehita. Autre chose qui m'a marqué à moi et à mes frères, c'est qu'à Pessah, comme à Rosh Hashanah, maman nous emmenait dans les magasins pour nous acheter de beaux vêtements, des chaussures, pour nous habiller, parce que Pessah et Rosh Hashanah, c'était important que les enfants soient distingués, habillés, pour marquer la fête. Il fallait que les enfants soient occupés à Hol HaMoed. Donc la chose qui était extraordinaire, c'est que nos parents nous achetaient de la petite vaisselle en terre glaise. C'était fait comme si c'était fait exprès pour que ça casse. Et donc il y avait des casseroles, des cafetières, des petites marmites, tout en miniature. Et on se réunissait en faisant semblant de cuisiner, de faire en sorte de copier notre mère et notre grand-mère. Mais c'était beaucoup plus les filles que les garçons, mais on participait parce que c'était très, très amusant pour les enfants. C'était à Hol HaMoed, il n'y avait rien d'autre à faire que de trouver une solution pour nous occuper. Il y avait quelque chose aussi qui nous marquait à la maison, c'est l'attente du grand bouquet de fleurs. Parce que les fleurs ne faisaient pas partie des rituels, mais à Pessah, les marchands de fleurs du Maroc descendaient avec des camions, ils apportaient des fleurs abondamment. Et donc pourquoi? Parce que c'est avec le bouquet de fleurs qu'on fait le bibilou sur la tête au moment du Seder. Certaines familles, comme les Algériens, eux, ils tournent avec le plateau. Ils font le bibilou avec le plateau. Et nous, au Maroc, à Marrakech, on faisait le bibilou avec le bouquet de fleurs. Donc c'était important parce que ça rendait la maison un peu plus féerique, joyeuse et tout, de voir de jolis bouquets de fleurs sur la table du Seder. Et on était tous assis autour de papa et on avait la chance d'être très jeunes dans les centres d'école où on nous apprenait à lire. Et donc on s'asseyait autour de papa et chacun lisait son psaume et papa racontait, on discutait en attendant comme il est dit dans la Haggadah de raconter. Et puis la deuxième joie qu'on avait, c'était de voir les paquets de matzot emballés dans du papier kraft. Quand ils arrivaient, comme on était une famille nombreuse, c'était pas mal de paquets qui arrivaient. Donc on les mettait en place et on attendait Pessah pour pouvoir déguster ce pain azim exceptionnel, puisqu'on ne le voyait au Maroc qu'à Pessah. Le reste de l'année, il n'existait pas dans les magasins comme aujourd'hui, on peut le manger toute l'année. Il avait un goût un peu particulier parce qu'il était bien cuit et on pouvait le casser en deux et après on pouvait même le casser comme des brindilles en bandes. C'était magique. Bien, c'était un bon moment de découverte de quelque chose qu'on ne sortait ou on ne trouvait qu'à Pessah. Et puis en ce qui concerne la nourriture, au Maroc, on avait une abondance de légumes et de fruits.
Donc les mamans, on n'avait pas de surgelé, il n'existait pas de boîte, il n'y avait que du frais. Et donc les parents, le papa, il allait au marché, suivi par le porteur, toujours quand ils arrivaient tous. Les gens qui avaient les moyens avaient des porteurs qui les suivaient. Et donc il achetait tout ce qu'il fallait, légumes, fruits, poissons, viande, qui étaient à proximité. Et bien, on peut dire, grâce à Dieu, que c'était un moment privilégié parce qu'il y avait une abondance et il n'y avait pas de problème. Il existait des familles nécessiteuses, il existait comme toujours des familles pauvres, mais personne n'était de côté, tout le monde était bien logé, il y avait des institutions qui aidaient toutes ces familles, et donc tout le monde pouvait passer un bon Pessah. On avait une coutume qui était très importante, c'était la veille de la Mimouna, le soir quand on a fini la soirée, la Harvit, la prière du soir, par bande, ça veut dire les bandes d'enfants, on se réunissait et on se mettait à chanter de maison en maison pour souhaiter le bien-être, la bonne santé à la famille qui nous accueillait. Et puis après, on allait obligatoirement faire une visite à nos grands-pères pour à son tour nous bénir, nous donner les bénédictions traditionnelles pour la santé, pour la vie et tout. C'était très important. Et puis le lendemain, c'était Mimouna, c'était la grande fête. Alors on allait la même chose en bande, ou alors ceux qui avaient les moyens prenaient les calèches. Et il y avait des taxis, il y avait des vélos-taxis, il y avait des calèches. Et donc, parce que la Ménara, le grand bassin de la Ménara, de Marrakech, est quand même à quelques kilomètres du Mela. Mais c'était le seul lieu privilégié où toute la communauté se retrouvait pour passer une bonne journée, faire le méchoui, s'inviter, manger et boire, déguster le Hametz, comme on dit. C'était le moment où on pouvait toucher au Hametz. C'était la tradition à table de la veille de Mimouna. Chez nous, c'était les voisins arabes que nous avions. Ils apportaient une miche de levure de pain, ils apportaient un bol de lait, de la menthe et des fleurs. C'était le cadeau que nos voisins arabes qui vivaient avec nous, qui connaissaient nos traditions et savaient comment se comporter avec nous, qui nous faisaient sortir de Pessah, puisque nous, nos parents ne pouvaient pas acheter ces choses-là, puisque c'était encore Pessah. Ça faisait partie du rituel, mais pas de mofleta. Quelques personnes avaient l'habitude de faire de la mofleta. Donc il y avait un seul magasin, je me rappelle, qui vendait de la farine, qui ouvrait tardivement pour pouvoir vendre la farine de façon à ce que les familles puissent faire la crêpe. Ce n'était pas dans nos traditions à nous, les Serfati. Un joyeux Pessah pour tout le monde et qu'il y ait la paix sur terre.